Bonjour à tous et bienvenue sur Barla Énergie Climat. Aujourd'hui, je vais vous parler d'enjeux économiques qui mettent en difficulté la transition énergétique. Cette vidéo sera structurée en trois parties. Je commencerai par présenter des risques d'échec ou de retard de la transition énergétique. J'enchaînerai ensuite avec une analyse des coûts et bénéfices par acteur du système énergétique et notamment du système électrique. Et je terminerai par une présentation d'une solution que je propose pour résoudre une bonne partie des problèmes identifiés. Commençons par les risques d'échec de la transition énergétique. Le premier réflexe, quand on parle de transition énergétique, c'est de raisonner sur la production d'électricité décarbonée. Donc effectivement, c'est un enjeu. Si on veut décarboner notre consommation d'énergie, eh bien, il faut produire suffisamment d'électricité décarbonée. Et pour y arriver, eh bien, il faut développer suffisamment les renouvelables. Il faut arriver à gérer un système avec beaucoup d'énergie renouvelable, qui est plus d'énergie renouvelable qu'aujourd'hui et que par le passé. Et dans les scénarios où on construit du nouveau nucléaire, ce qui a priori ce qu'on va faire en France, eh bien il faut arriver à prolonger suffisamment les réacteurs nucléaires et il faut arriver à en construire assez vite de ces nouveaux réacteurs. Donc sur tous ces sujets, il y a effectivement des risques de retard, hein, c'est des risques de gestion de projet assez significatifs. Et donc RTE avait fait ce petit quadrillage rouge et blanc pour identifier, selon ces scénarios, quels étaient les risques les plus prépondérants. Mais en réalité, le principal risque de retard de la transition ne vient pas de la production, mais de la consommation. En fait, il y a un enjeu d'électrifier les usages pour remplacer le pétrole des voitures et le gaz des chauffages par de l'électricité. Et depuis les années 2010, eh bien, la consommation d'électricité en France, elle stagne. Et c'est pire que ça parce que depuis les années 2020, elle est même en décroissance. Alors qu'il faudrait qu'elle augmente de plus 50% à l'horizon 2050 et même encore plus hein, avec la mise à jour que va bientôt faire RTE sur ses rapports. Donc il faudrait une forte augmentation de la consommation électrique en substitution du pétrole et du gaz et elle tarde à venir. Et rapport après rapport, RTE nous dit oui, il faut que l'électrification accélère, mais on constate que eh bien, elle continue à stagner. Alors pourquoi la consommation stagne? Eh bien, c'est pas à cause d'une production d'électricité qui serait insuffisante. En effet, on a bien une production d'électricité supérieure à notre consommation en France depuis longtemps, et même sur les années récentes où on est à plus de 100 TWh d'export net sur l'année. Alors pourquoi la consommation stagne? Eh bien, dans un rapport de 2025, RTE identifie 4 raisons. La première, c'est que les gens sont plus sobres. Depuis 2022, des comportements de sobriété se sont développés. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, et tant mieux. Deuxième explication, le contexte économique et politique. Donc, politique parce que suite à aux dissolutions et à l'instabilité parlementaire avec les difficultés de trouver un budget, on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé, donc ça aidait pas les investissements. Contexte économique, eh bien c'est les manques de budget qui font que les entreprises et les ménages ont moins d'argent à investir dans l'électrification, parce que donc ça implique des investissements quand même d'électrifier. Troisième explication, c'est les incertitudes sur la réglementation. Donc il y a notamment la question de l'interdiction des véhicules thermiques à l'horizon 2035, où ça a été remis en question plusieurs fois, et donc on ne sait pas ce qu'il en sort. Et donc ça ne donne pas un cap clair qui aide à se projeter et donc à inciter à décarboner et à électrifier. Et dernier élément, et c'est à mon sens le plus important, et c'est sur ça que je me concentrerai dans la suite de cette vidéo, c'est l'augmentation des prix de l'électricité qu'il y a eu en 2022 et la forte incertitude sur leur évolution future. Et donc cette consommation et cet enjeu d'électrification, comment ça se décline secteur par secteur. Je vous ai écrit quelques enjeux principaux. Donc voilà, dans l'ensemble, il faut électrifier les véhicules, mettre des pompes à chaleur et électrifier l'industrie. On a vu que si l'électrification stagne, c'est en partie à cause de l'incertitude sur l'évolution des prix de l'électricité.
Alors qu'est-ce que ce prix de l'électricité? Comment se forme-t-il et à quoi est-il dû? Si on remonte un peu dans le temps, jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, donc entre la fin de la guerre et les années 2000, eh bien on avait un monopole national sur l'électricité en France, et puis aussi on en avait d'autres dans les autres pays européens. Ce monopole sur l'électricité, il avait pour mission eh bien, d'assurer la production consommée et de gérer le réseau électrique pour l'acheminer entre la production et la consommation. Il faut savoir qu'il devait et qu'il doit toujours faire en sorte qu'on a une égalité parfaite entre production et consommation à chaque instant, sinon assez rapidement on va avoir un blackout. Et donc dans ce système-là, eh bien, ce qui était facturé aux usagers, eh bien, c'était le coût du système électrique. Dans les années 2000, l'Union européenne a voulu mettre en concurrence la production et aussi la facturation, qu'on appelle la fourniture. Avec ce nouveau système, on va voir que ce qui est facturé aux usagers n'a plus grand-chose à voir avec le coût réel du système. Dans ce nouveau système, on a un marché européen donc qui assure l'équilibre entre la production et la consommation à chaque instant. Et donc ça, c'est absolument nécessaire, il faut absolument le conserver. Et ce qui est plus discutable, c'est que ce marché de l'électricité, eh bien, il va fixer chaque heure un prix en fonction des offres et des demandes sur ce marché. Et donc ce prix dépend d'un équilibre offre-demande et ne dépend plus du tout du coût du système électrique. On va voir donc un dernier acteur, un nouvel acteur sur le système électrique, qui est le fournisseur. Le fournisseur, eh bien, il a pour mission d'acheter sur les marchés eh bien, ce qui est consommé par ses clients. Et donc ensuite, il va facturer à ses clients ce qu'il a acheté. Sachant qu'au passage, bien sûr, il va se prendre une marge, ce qui n'était a priori pas le cas quand on avait un monopole. Ce mécanisme de fixation du prix va avoir des répercussions sur l'équilibre économique des différents acteurs du système électrique. Si on regarde les consommateurs, par exemple, qui va leur être facturé, il y a une partie qui concerne la fourniture, donc qui va permettre à leurs fournisseurs d'acheter sur les marchés l'électricité vendue par des producteurs. On a une deuxième partie dans cette facture qui concerne le TURP, le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Et donc cet argent va financer RTE et Enedis, qui sont des monopoles sur le transport et la distribution d'électricité. Et donc avec cet argent, ils vont pouvoir construire et entretenir le réseau, et c'est très bien comme ça. Et enfin, on a un troisième élément sur la facture d'électricité, qui est des taxes. Et ces taxes vont financer l'État, et donc avec, il va pouvoir notamment payer des subventions à certains producteurs, comme des énergies renouvelables. Si on regarde au périmètre du producteur maintenant, eh bien, le producteur va avoir des recettes soit parce qu'il gagne sur le marché, soit parce qu'il a des subventions. Et ses coûts, ça va être ses coûts d'opération et ses coûts d'investissement pour construire des centrales électriques, pour rembourser les investissements passés dans ces centrales électriques. Et donc la différence de tout ça, ça fait le profit, le bénéfice pour le producteur. Normalement, il est censé être positif. Si un producteur prévoit d'avoir des profits négatifs, il ne va pas investir dans sa centrale électrique. Avec ce système-là, où en fait, ce qui est vendu à travers le marché dépend d'un prix qui est incohérent avec les coûts, il va y avoir des risques économiques qui pèsent à la fois sur les consommateurs dont la facture peut varier, des risques sur les producteurs qui ne sont pas garantis d'être rentables, et un risque aussi pour l'État, notamment à travers les contrats de subvention qu'il a envers les énergies renouvelables, où le montant dépend de ce qui a été vendu sur les marchés par les producteurs renouvelables. Et donc au final, le coût du système électrique, c'est les coûts des producteurs plus les coûts du réseau. Et par contre, ce qui va être payé par les consommateurs, ça dépend du prix de l'électricité qui varie très régulièrement. Et donc, le coût pour l'usager va être différent du coût du système. Le coût pour l'usager dépend du prix du marché, ce qui peut être très différent du coût du système. Et en fait, ça va poser des problèmes, quel que soit le prix du marché.
Si le prix est inférieur au coût du système, eh bien, les producteurs vont être déficitaires. Et donc ça impliquera de fortes subventions publiques pour les maintenir à flot. Et bien sûr, si le prix est supérieur au coût du système, eh bien, ça entraînera un surcoût injustifié pour l'usager. Et donc, ça peut être intéressant de regarder l'évolution du coût du système et du prix payé par les usagers depuis quelques années. C'est ce qu'on peut voir sur ce graphe. Donc, en bleu, on peut voir l'évolution du coût du réseau électrique, du système électrique, pardon. Donc, entre, on va dire, 80 et 120 euros par mégawattheure au pic de la crise de 2022. C'était effectivement plus cher que d'habitude, mais raisonnablement plus cher. Si on regarde l'évolution du prix du marché de l'électricité, notamment le prix du marché spot, eh bien, c'était pas assez cher en 2020, puis ça a complètement explosé en atteignant les 300 euros par mégawattheure sur 2022. Et puis ensuite, maintenant, c'est à nouveau pas assez cher. Et donc, on voit bien une forte sensibilité du prix du marché, alors que le coût du système a très peu évolué sur la période. Et si on regarde maintenant le prix payé par les usagers, donc ce qui a été facturé sur les factures d'électricité, pour les ménages, donc en vert foncé, on voit qu'on était 200 euros par mégawattheure et puis on est passé à presque 300. Donc avec une forte augmentation et durable, pas uniquement sur 2022, ça s'est étalé sur les années suivantes à cause de notamment les concepts de marché à long terme où on achète à l'avance son électricité, plusieurs années à l'avance. Et si on regarde les entreprises, et notamment les entreprises électro-intensives, c'est plus raisonnable, mais il y a quand même eu un forte pic, une forte progression du coût pour ces entreprises. Et ça a été un peu décalé par rapport à 2022, donc notamment à cause de cette histoire de prix de marché long terme. Pardon. Donc quelle perspective on peut attendre à l'horizon 2035 par exemple? C'est RTE qui a fait qui a donné quelques estimations dans son dernier rapport de l'an dernier. En fait, selon les hypothèses qu'on prend, on aurait un prix moyen entre soit de 25, soit de 105 euros par mégawattheure. Donc, en fait, c'est complètement imprévisible, même à l'horizon de 10 ans. Alors que le coût du système, lui, est très prévisible et très stable et reste à moins de 100 euros par mégawattheure. Alors, quelles sont les perspectives d'évolution des coûts et bénéfices par acteur, donc les consommateurs, les producteurs et la puissance publique? Eh bien, je vous propose une petite étude pour essayer de quantifier ce qu'on peut en attendre à l'horizon 2050. J'ai fait une petite étude avec un scénario de référence puis plusieurs variantes. Donc, mon scénario de référence, c'est le scénario N03 de RTE, donc pour la France. Et pour les autres pays européens modélisés, j'ai pris les hypothèses définies par RTE. Donc voici le modèle de réseau que j'ai utilisé, donc avec un nœud pour la France et puis un nœud pour chacun des pays voisins de la France. Je n'ai pas modélisé l'Europe de l'Est ni la Scandinavie, mais c'est déjà une assez bonne modélisation qui sera suffisante. Ensuite, j'ai fait des variantes. Première variante, eh bien, je regarde le scénario M23 de RTE, donc avec aucune nouvelle construction de réacteurs nucléaires. Deuxième variante, je change les hypothèses pour les pays européens voisins. Donc au lieu de prendre celle d'RTE, je prends celle de l'ENSOE dans son TYNDP, qui est un rapport qu'ils font tous les 2 ans. Une autre variante, j'ai pris les hypothèses de disponibilité du nucléaire en 2022, donc qui étaient très faibles à cause du phénomène de corrosion sous contrainte. Et puis, dernière variante, eh bien, j'ai supposé une crise des prix des énergies fossiles avec un prix du gaz qui ferait x2, donc ce qui est inférieur à ce qu'on a pu connaître en 2022. On voit le scénario principal et ses variantes. Et donc pour faire mes simulations, j'ai utilisé un logiciel que j'ai co-développé à Super Grid Institute qui s'appelle Optisoft Grid. Donc ça me permet de construire mes scénarios, faire mes simulations sur une année, gérer les moyens de stockage et puis avoir des petites synthèses de résultats. Et donc cet outil, il va utiliser des séries temporelles de production disponibles pour l'éolien, le solaire, etc. et de consommation demandée.
Donc ces hypothèses-là, elles sont tirées du TYNDP 2022 de l'ENSOE. Donc l'ENSOE qui est l'association des gestionnaires de réseaux européens, donc les équivalents d'RTE pour les autres pays. Et donc ce logiciel utilise une librairie open source pour faire les simulations de chaque heure, qui modélise le marché de l'électricité. Donc on utilise ce qu'on appelle un OPF pour Optimal Power Flow. Donc moi j'ai utilisé Panda Power. Donc voilà pour les outils. Et donc quelques limites à avoir en tête. Donc contrairement à RTE, j'ai modélisé la France par un seul nœud. Et donc j'ai négligé les contraintes du réseau interne. Pareil, l'Europe de l'Est est moins bien modélisée qu'eux. J'ai pas modélisé l'hydrogène. J'ai considéré que les centrales à hydrogène ou à gaz H2Ready, c'est des centrales thermiques, donc je m'assure pas que l'hydrogène qu'ils consomment soit produit par le système électrique. Et j'ai pas considéré des contraintes d'opération du nucléaire. Donc j'ai considéré qu'on pouvait le faire moduler autant qu'on voulait. Alors, pourquoi je m'amuse à faire ça? Donc, mon objectif, c'est de calculer les coûts et les bénéfices par type de production et stockage dans mon scénario, pour savoir s'il y a des filières qui sont pas rentables. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que le scénario n'est pas possible, en fait. Il n'est pas crédible, il n'est pas viable économiquement. Et donc, si typiquement on imagine que les batteries ne sont pas rentables, ça veut dire que le privé ne va pas investir dans des batteries. Et donc, un scénario qui reposerait sur ces batteries n'est pas viable, à moins que la puissance publique subventionne ces batteries. Je prends les batteries, mais ça peut être n'importe quel autre moyen de production ou de stockage. Qu'est-ce que je veux chercher? Je veux savoir quel est le coût du système et le prix facturé au consommateur, pour voir quelle est la différence. Et surtout, est-ce que ces résultats sont robustes ou est-ce qu'ils sont sensibles aux hypothèses? Et donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs variantes, pour voir qu'est-ce que ça change, les différentes variantes, sur les coûts par acteur, leurs bénéfices. Et donc ça me permet à la terme de savoir quels sont les risques économiques portés par différents acteurs, c'est-à-dire l'incertitude dans leur rentabilité future. Et donc voilà les résultats que j'obtiens pour mon scénario de référence, donc qui est en fait une reproduction du scénario RTE N03, donc avec les limitations des outils que j'ai pu utiliser. RTE a des outils un peu plus sophistiqués. Bon, donc déjà on peut voir typiquement sur un mois de janvier l'évolution de la consommation, donc avec des pics journaliers et puis une sorte de régularité hebdomadaire, avec le week-end on consomme un peu moins. Pour ce qui est de la disponibilité renouvelable, donc la courbe rouge, on voit les pics solaires tous les jours et l'éolien ça bouge d'une semaine à l'autre. Ce qu'on peut voir un petit peu sur ce graphe, c'est la différence entre l'énergie disponible et l'énergie utilisée. Là typiquement, je considère que ce jour-là, donc c'est fin janvier, on a un gros pic solaire, mais on n'a pas besoin de tout ça. On a trop de renouvelables disponibles par rapport à la consommation, et donc on va écrêter la production renouvelable. Donc il y a du solaire qui n'est pas utilisé. D'où cette différence entre les courbes rouges et bleues. Donc ici, on peut voir ce que ça donne sur le nucléaire. Donc, comme je disais, vu que je n'ai pas pris en compte de contraintes particulières sur la gestion du nucléaire, dans mes résultats de simulation, ça module beaucoup. Donc il y a très souvent où ça s'arrête puis ça redémarre. Voilà. Donc l'un dans l'autre, ça fait que le nucléaire plus renouvelable, ça couvre quasiment toute la consommation. Et le thermique est utilisé une petite partie du temps, juste pour la pointe de temps en temps. Puis bon, là c'est les résultats pour d'autres équipements, donc notamment les STEP, donc du stockage hydraulique, les batteries avec du chargement et déchargement journalier, et puis voilà les barrages qui sont utilisés un peu moins souvent. Bon, puis ça c'est les résultats sur l'année. Là dans ma consommation, dans mes résultats, il y a besoin de délester de la consommation, mais c'est plus dû à des limitations dans le logiciel utilisé. Où en fait, vu qu'à la fin il doit retrouver les mêmes niveaux d'énergie dans chacun de ses stockages qu'au début, il est trop contraint et donc il a du mal à assurer toute la consommation sur la fin de l'année. Donc RTE par contre n'a pas dans ses résultats de délestage ou très peu. Voilà, ce qu'on peut voir sur le nucléaire, c'est qu'il y a
moins de disponibilité en été, parce qu'il y a plus de maintenance, et plus de disponibilité en hiver. Et selon les périodes de l'année, ça module pas mal. Le thermique qui module pas mal aussi, et bon, les différents moyens de stockage, on ne voit pas grand-chose sur ces résultats annuels. Alors, quel va être le coût et les revenus par filière? Alors, pour ce qui est du coût, on peut le voir sur ce premier graphe. Donc, entre le scénario M23 et N03, donc en fait les quatre variantes suivantes, eh bien, il y a un coût différent pour nucléaire, renouvelable et thermique. C'est normal parce que dans N03, on a construit plus de réacteurs nucléaires, donc il y a plus de coûts du nucléaire. Et dans M23, on a construit plus de renouvelables et on a besoin de plus de centrales thermiques, ou au moins hydrogène ready. Ensuite, pour ce qui est des revenus par filière, pour les calculer, il faut calculer heure par heure quelle va être leur production et quel va être le prix du marché. Et le prix du marché va dépendre de la centrale la plus chère dont on a besoin à ce moment-là. Ça veut dire que si il y a assez de renouvelables pour satisfaire la consommation, le prix du marché va être 0. Si il y a besoin de nucléaire, et là le prix du marché va monter à 10. Puis s'il y a besoin de batterie, etc., s'il y a besoin de thermique, le prix du marché va monter à 100. Et donc voilà les hypothèses que j'ai prises pour ces prix d'offres par filière. Bon, c'est assez imprécis ces hypothèses, mais bon, c'est une première approximation qui permet notamment d'avoir des ordres de grandeur. Mais c'est pas forcément une prédiction ou une vérité exacte. Et donc, quels sont les résultats sur les revenus? Eh bien, on obtient quelque chose d'assez variable. Et on va se rendre compte qu'en fait, il y a certaines filières qui vont être rentables et d'autres pas rentables. Donc, on peut voir notamment que dans la variante avec une crise des prix fossiles, eh bien, les revenus pour le nucléaire et le renouvelable augmentent forcément. C'est normal vu que le prix d'enchère du thermique est à 200 au lieu de 100 euros par mégawattheure. Bien forcément, à chaque fois qu'il y a besoin de thermique, eh bien, tout le monde est payé beaucoup plus cher. Donc ça augmente les revenus du nucléaire et des renouvelables. En fait, j'ai comparé ces coûts et ces revenus sur le graphe suivant. Ce sera un peu plus clair pour évaluer. Alors voilà ce que ça donne quand on compare les revenus et les coûts pour chaque filière. Idéalement, on espérait avoir un ratio entre les revenus et les coûts de 1, c'est-à-dire que les revenus permettent de satisfaire, de compenser les coûts, voire légèrement au-dessus de 1 pour être un petit peu rentable. Et donc on observe que certaines filières, typiquement le thermique, les batteries, voire le nucléaire aussi, eh bien, sont des filières qui, dans ces simulations-là, ne seraient pas rentables, donc déficitaires. Et donc, s'ils ne sont pas viables, ces filières, a priori, il n'y a pas de raison que le privé investisse dedans. Et donc, si on a un scénario qui implique d'avoir du nucléaire, des batteries, du thermique, eh bien, c'est un scénario qui, a priori, implique des subventions publiques vers ces filières pour que les investissements soient débloqués. Sinon, il y a peu de probabilité que ça se passe comme prévu. On peut faire une autre observation, c'est la forte variabilité des revenus selon le scénario. Donc quelqu'un qui investit dans le nucléaire, mettons, ou le renouvelable. C'est pas lui qui va décider quelles vont être la consommation en Allemagne, l'installation, la production disponible solaire en Espagne, etc. C'est pas lui qui va décider non plus quel sera le scénario énergétique français. Et donc au final, quelqu'un qui investit dans le renouvelable ou dans le nucléaire aujourd'hui en France, eh bien, il n'a aucune idée de quels seront ses revenus futurs. Ça va du simple au double selon les scénarios. Si on se place du point de vue des consommateurs maintenant, quel est le coût du système et quel est le prix qu'il aurait facturé? Et bien déjà sur le coût du système, on peut observer que toutes les variantes du scénario N03 ont le même coût du système. Donc à peu de choses près, c'est vraiment très similaire. Par contre, le scénario M23, effectivement, a un coût du système plus important. Et donc ça, c'est un des résultats du scénario RTE. Dans le scénario RTE, l'écart de coût est plus important parce qu'il y a aussi le coût du renforcement du réseau électrique qui est considéré, alors que moi, je ne l'ai pas pris en compte dans ma petite étude. Maintenant, si on regarde le prix facturé au consommateur, eh bien, on observe que c'est très variable.
et qu'en fait, le prix facturé dans M23, il est inférieur au prix facturé dans N03. Voilà, c'est un résultat aussi. Et donc, dans le scénario N03, eh bien, on a de gros écarts de prix facturés selon les variantes. Donc, avec notamment une variante dans le cadre de la crise des prix fossiles, comme il y a eu en 2022, eh bien, le prix facturé explose, donc là plus 50%, alors que le coût du système n'a pas bougé. Et si maintenant on rajoute à ce coût du système des taxes pour financer les subventions vers les filières non rentables qui ont été identifiées précédemment, eh bien ça renchérit encore le prix facturé, alors que le coût du système, lui, comme on l'a vu, il est stable. Donc cette petite étude que je viens de vous présenter permet de constater que oui, les perspectives de prix futur de l'électricité et donc de revenus par producteur et de coûts facturés par usager, eh bien c'est des perspectives très incertaines. Et donc maintenant, que fait-on? Que pourrions-nous faire pour résorber ce problème? Donc si on rappelle le problème, c'est qu'on a un prix de l'électricité qui est complètement incohérent avec le coût réel du système. Donc, plus qu'incohérent, il est, disons, décorrélé et peut être fortement différent. Donc on a le coût du système qui est les investissements dans la production, le coût d'opération de ces productions, et bien sûr la construction et l'entretien du réseau. Et donc pour l'usager, on doit payer un coût de fourniture, un coût pour le réseau et des taxes. Et le coût usager est donc très différent ou décorrélé du coût du système. Donc voilà le problème. Maintenant, solution. La solution que je propose, c'est d'avoir un fournisseur unique. Donc un fournisseur qui permettrait de faire en sorte d'avoir un prix facturé égal au coût du système. Alors comment on fait? Eh bien, ce fournisseur national, il devrait contractualiser des tarifs de rachat auprès des producteurs. Donc avec un tarif qui permet de compenser à la fois le coût d'opération, donc le rachat de combustible, donc ce qu'on appelle le coût marginal, mais aussi un financement pour rembourser l'amortissement des investissements. Donc concrètement, ça voudrait dire que on aurait régulièrement des appels d'offres pour planifier la production. Et donc ça permettrait aussi de s'assurer que si on choisit un scénario, on arrive bien à l'atteindre. Et donc ensuite, comme je disais, des contrats de long terme entre ce fournisseur et les moyens de production. Ensuite, la gestion technique du réseau électrique, donc pour assurer l'équilibre production-consommation, et le choix des moyens de production en temps réel. Ça, effectivement, on continuerait à utiliser le marché, mais un marché qui aurait vocation uniquement à fixer les prix d'échange aux frontières et à arbitrer entre les moyens de production. Le prix facturé in fine aux usagers et payé aux producteurs, lui, serait différent de ce prix de marché. Bien sûr, on conserverait le TURP pour payer RT Enedis pour qu'il puisse renforcer le réseau électrique. Et on peut imaginer avoir des taxes vers l'État, mais là c'est facultatif. Et donc bien sûr, les producteurs dans ce système-là seront capables de payer leur coût d'opération et leur coût d'investissement, puisque c'est exactement ce que leur donnera le fournisseur unique. Et donc, conclusion, on aurait une sécurité économique pour les consommateurs, pour l'État et pour les producteurs. Pour les consommateurs, parce que le prix facturé serait bas et stable et prévisible, et égal au coût réel du système, qui est lui bas, stable et prévisible. Pour les producteurs, on aurait une rentabilité assurée, faible mais sécurisée, et donc raisonnable. Et pour l'État, il n'y aurait pas d'incertitude sur les subventions à prévoir pour les moyens de production. Et donc, voilà, quel intérêt? Baisse du coût du système, prix égal coût. Et donc, en conclusion, et c'est ça vraiment le point clé de toute cette conférence, c'est que l'électrification des usages et la décarbonation du mix énergétique serait beaucoup plus facilitée dans ce système-là, car il n'y aurait plus le verrou de la perspective d'incertitude sur la rentabilité des investissements dans l'électrification.
Si on résume les enjeux qui concernent les risques d'échec de la transition énergétique, il faut bien évidemment avoir une production décarbonée suffisante et adaptée. Ça, tout le monde en a bien conscience. Par contre, il faut aussi avoir une électrification assez rapide. Et ça, c'est vraiment ce qui pêche aujourd'hui, depuis plusieurs années. Et pour finir sur les enjeux, il faut bien sûr arriver à mobiliser suffisamment d'investissements à la fois publics et privés. Sinon, on n'arrivera pas à électrifier et à décarboner. Et donc, quels sont les problèmes aujourd'hui? Le principal, c'est que les prix de l'électricité sont imprévisibles et décorrélés du coût du système. Ce qui entraîne des risques économiques à la fois pour les consommateurs, pour les producteurs, et puis aussi pour la puissance publique. Et en fait, le marché tel qu'il est conçu actuellement et les fournisseurs alternatifs qui entrent en jeu, ce sont des acteurs qui sont inadaptés à la transition. Et donc la solution que je propose, c'est d'avoir une production d'électricité qui soit planifiée par des appels d'offres définis par la puissance publique, a priori sur la base de scénarios énergétiques définis par exemple par RTE. Ce que je propose, c'est aussi et surtout d'avoir une fourniture d'électricité en monopole qui pourrait être national pour plus de simplicité, mais qui pourrait idéalement même être européen. Et donc on garderait un marché à l'échelle européenne comme aujourd'hui, qui serait un outil technique pour mutualiser les productions uniquement. Et donc la principale différence, c'est que ce marché ne fixerait plus les prix de l'électricité. Et donc quelles seraient les conséquences? On pourrait ainsi sécuriser la rentabilité des investissements dans la décarbonation, à la fois dans la production et dans l'électrification des usages. Et donc ça pourrait accélérer l'électrification et donc bien sûr la décarbonation, ce qui est l'enjeu principal aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à expliquer ces enjeux énergétiques autour de vous. De mon côté, j'essaierai de faire une autre vidéo d'ici la fin de l'année pour expliquer comment reproduire des scénarios énergétiques avec un logiciel open source qui s'appelle PIPSA. Ce que je n'ai pas eu le temps de faire dans cette conférence, mais que j'essaierai de faire donc d'ici la fin de l'année. A bientôt sur Barla Énergie Climat.